Bien, merci infiniment de cet honneur. On n'en est jamais tout à fait digne, mais de ce plaisir qui, lui, est sans partage, et de votre invitation, Monsieur le Recteur, Madame la Doyenne, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre et toutes les personnes éminentes qui ont bien voulu participer à cette journée. Le thème « Penser le monde autrement » est évidemment très exigeant et je ne sais pas si je serai à la hauteur de cette question. D'ailleurs, il faudrait comprendre exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire penser le monde tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire débarrasser des idéologies, ou est-ce que ça veut dire penser le monde tel qu'il pourrait être? Je crois que c'est un peu les deux à la fois et je vais essayer de le dire, mais pour un économiste, c'est évidemment très difficile de penser le monde autrement qu'il n'est aujourd'hui, tout simplement parce que l'économiste, généralement, est celui qui vient apporter la mauvaise nouvelle, que le monde est rare, qu'il faut respecter les contraintes budgétaires, qu'il faut faire attention notamment à ne pas épuiser la planète. Bref, c'est celui qui apprend à être souvent économe. Ma femme, quand elle a divorcé pour m'épouser, quitté son ancien mari, a expliqué à sa fille qu'elle allait épouser un économiste et Clara, ma belle-fille, lui a dit c'est une bonne nouvelle parce qu'il va t'apprendre à faire des économies. Et c'était évidemment le malentendu fondateur de la profession dans son ensemble. Mais les économistes peuvent faire... Je voyais Anne présenter très justement toutes les limites du modèle néoclassique de base de la concurrence pure et parfaite. Le problème, c'est que les économistes, quand la réalité n'est pas à l'image de leur modèle, veulent faire rentrer la réalité dans leur modèle. Ils veulent que la réalité devienne comme leur modèle alors qu'elle ne l'est pas spontanément parce qu'au fond, ils ont décidé une fois pour toutes que c'était ça le bon modèle. Et une anecdote que je trouve très importante, très éclairante sur les malentendus auxquels cette confusion entre le monde théorique des économistes et le monde tel qu'il est et tel qu'il devrait être est bien, je dirais, illustrée par cette anecdote que j'utilise pour ouvrir mon précédent livre, Homo economicus. C'est celle d'un directeur d'un centre de transfusion sanguine qui est en train de se rendre compte que ses stocks de sang sont en passe de se réduire et qui a cette idée géniale, sans doute soufflée par un économiste, que en donnant une prime à ceux qui viennent donner leur sang, il allait augmenter les stocks disponibles. Et à sa surprise absolue, en offrant une prime aux donneurs de sang, il a réduit de moitié le nombre de donneurs de sang. Il a pensé qu'on pouvait ajouter l'incitation des gens qui donnent leur sang, qui est une incitation morale, et l'incitation financière, qu'au fond, il allait gagner sur les deux tableaux. Et ce qu'il a découvert, c'est que c'était l'un ou l'autre. On agit soit en vertu d'un certain nombre de considérations économiques, soit en vertu de considérations morales, mais qu'on ne peut pas les ajouter l'une à l'autre, que le monde, au fond, se partage entre celui où on obéit à des incitations financières et celui où on obéit à des incitations morales. Toute la confusion du monde contemporain tient au fait que les incitations économiques, financières, tentent à l'emporter partout, y compris dans les entreprises qui sont bien entendu à la recherche de la maximisation du profit et de la production faite, mais au sein desquelles, ordinairement, un autre monde silencieusement s'installe, celui des collègues, celui de la coopération, celui de la confiance réciproque. Et le problème de la transformation du monde contemporain, c'est que en ramenant tout à des considérations d'incitation financière, on est en train de perdre d'abord le plaisir de travailler et deuxièmement aussi, du point de vue de la rentabilité finale, de formidables opportunités de dons et de contre-dons qui existent au sein des entreprises. Alors les économistes étudient en fait, depuis que Adam Smith l'a écrit, son livre fondateur, la nature et les causes de la richesse des nations. Ils vont très vite aux causes de la richesse des nations, ils oublient bien souvent d'analyser la nature de la richesse et au fond c'est un peu ça le sujet contemporain. Quelle est la nature de la richesse? Quelle est la richesse que nous souhaitons? Georges Bataille, qui est un anthropologue, un sociologue, un philosophe très subtil, très drôle, dans un livre qui s'appelle « La part maudite », que je cite dans mon tout dernier livre, explique que les Aztèques ont la même conception de l'économie que nous. Ils ramènent tout à un objectif, leur richesse, qui est d'immoler le plus grand nombre de victimes possible. Toute la société est au service de cet objectif et ils mobilisent les mêmes moyens que nous mobilisons nous-mêmes à produire des biens matériels.
Il faut comprendre que la richesse des Aztèques n'est pas la même que nous, mais l'analyse générale de leur économie politique y ressemble furieusement. À l'autre bout du spectre, il analyse les moines tibétains qui, eux, ont aussi une conception du monde très différente d'une autre et de celui des Aztèques, puisque pour les Tibétains, toujours à suivre Georges Bataille, tout est fait pour que le maximum de moines puissent méditer dans la société donnée. Tout le surplus de la société est mis au service de cet objectif unique, faire que les moines puissent méditer dans le plus grand nombre possible. Qu'est-ce que ça suggère tout ça? Ça suggère que le désir humain est profondément malléable. Il peut s'inscrire dans une direction ou dans une autre, et on a envie de dire qu'il n'en tient qu'à nous de changer la direction de ce désir, mais nous n'y parvenons pas, car Georges Bataille ajoute aussi, nous ne pouvons changer de monde qu'en allant d'abord au bout de celui dont on hérite. Nous ne sommes pas capables, dans le monde que nous habitons, de changer le but que la société nous assigne. Et c'est un peu ce que je vais essayer de faire maintenant, en rentrant un tout petit peu plus dans le détail de l'histoire économique du monde, pour faire apparaître dans quelle mesure le monde que nous vivons aujourd'hui est en effet une rupture peut-être aussi importante que celle qu'on a connue dans l'histoire, mais que nous avons plus de mal à analyser. Alors un économiste réveillé à 3 heures du matin, à qui on demande de résumer l'histoire du monde en 2 secondes, vous dira c'est très simple, ça se ramène à deux dates. 1, l'invention de l'agriculture, 2, la révolution industrielle, et entre ces 2 dates, rien. L'invention de l'agriculture fait basculer les sociétés de chasseurs-cueilleurs à une société agraire, sédentaire, dans laquelle la question va être de maximiser le surplus agricole, et puis ça va s'arrêter. Avec la société industrielle, on va produire des biens matériels qui vont pouvoir croître davantage que dans la société agricole, et c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a évidemment quelque chose de profond dans cette distinction, mais je vais essayer d'ajouter quelques éléments qui les rendent un peu plus subtils et qui vont peut-être aussi permettre de comprendre davantage le lien qui nous unit à l'histoire de l'humanité depuis plus longtemps que simplement la révolution industrielle, et encore une fois, essayer de cerner davantage la nature de la rupture dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la société agraire, de la société agricole, lorsque les économistes parlent de la société agraire, de la société agricole, au miroir de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a évidemment un thème, une loi qui s'impose, très importante, très intéressante, qui a été d'ailleurs longtemps ignorée par les économistes eux-mêmes, ou méprisée par la société dans son ensemble. Cette loi, c'est la loi de Malthus. La loi de Malthus, elle dit très simplement, elle a été énoncée par Malthus à la fin du XVIIIe siècle, et elle dit très simplement la chose suivante, et au moment où Malthus l'énonce, il pense que cette loi continue de s'appliquer et va continuer de s'appliquer dans les siècles à venir. Il dit, chaque fois que les humains font une découverte qui permet, a priori, d'élever leur niveau de vie, à l'occurrence il s'agit d'une société agraire, donc d'améliorer leur niveau de revenus caloriques, alors irrémédiablement, irrésistiblement, toujours se déclenche un processus qui est l'explosion démographique qui vient finalement annuler le bénéfice des améliorations qu'on a trouvées. L'agriculture a permis aux humains d'être 50 fois plus productifs en termes de production calorique que n'étaient les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Eh bien, ça n'est pas le revenu qui a été multiplié par 50, c'est la démographie qui a été multipliée par 50. Et à ce registre, dit Malthus, l'humanité est condamnée à la stagnation éternelle. Quelle que soit l'évolution des techniques, des sociétés, des civilisations, on est toujours ramené à ce point de départ qui est la stagnation au niveau de subsistance. Le processus de développement ne s'arrête que lorsque l'homme est ramené à un équilibre entre la vie et la mort, où l'augmentation de la population viendrait contredire la survie de ceux qui existent déjà. Dans le modèle de Malthus, les enfants sont en rivalité avec les parents pour les ressources disponibles, et tout ça amène à la limite du monde. Alors cette loi énoncée comme ça est simplissime, c'est la loi rêvée pour les économistes. Je pose, quelle que soit l'amélioration des techniques, la population augmentera à proportion de cette augmentation des techniques, et au bout du compte, le revenu par habitant reviendra à son point de départ. C'est une loi simple, c'est une loi qui a été ignorée par la société parce que les 2 bouts de contestation du monde au XIXe siècle, en fait, n'y ont pas trouvé leur compte. L'Église catholique, tout d'abord, a bien vu que c'était un appel à la contraception, donc elle était tout à fait inacceptable pour elle, et elle a été reléguée comme une bizarrerie d'économiste sans aucune autre conséquence que celle d'être énoncée pour des étudiants éventuellement intéressés par ça.
La deuxième contestation vient du marxisme lui-même. Marx ne pouvait pas admettre qu'une loi biologique organise ainsi la vie des sociétés. Il voulait voir derrière l'exploitation des masses de la classe ouvrière de son époque le résultat d'un processus social, et donc il a lui aussi chassé le raisonnement malthusien. Il se trouve que le raisonnement malthusien, avec le regard que portent aujourd'hui les anthropologues, les historiens de la société et des civilisations, se trouve que cette loi était sans doute juste. Quand on regarde l'histoire humaine à travers les instruments de mesure dont on dispose aujourd'hui, par exemple la taille des squelettes, il n'évolue pas dans l'histoire des 10 000 dernières années, ce qui est sans doute le signe que le revenu calorique n'a pas beaucoup changé. Quand on compare les sociétés de chasseurs-cueilleurs, qu'on peut trouver encore, les sociétés aborigènes, et qu'on regarde le nombre de calories dont ils profitent, le nombre d'heures travaillées aussi pour y parvenir, et qu'on compare aux ouvriers de la grande industrie du 19e siècle ou aux paysans du Languedoc en France, mais on voit que sans doute, non seulement il n'y a pas eu d'amélioration, mais il y a peut-être eu une dégradation, parce que les sociétés de chasseurs-cueilleurs travaillaient quelques heures par jour, alors que les paysans du Languedoc travaillaient toute la journée pour le même résultat. Donc peut-être que cette loi de Malthus était vraie finalement. Le point important à ce niveau de la démonstration, c'est qu'elle était peut-être vraie, mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'elle n'a pas été comprise. Elle n'a pas été comprise par les sociétés qui l'ont subie. Quand on lit les grands anthropologues, les Lévi-Strauss et autres, on a des milliers de pages consacrées à l'analyse des systèmes de parenté, mais la question démographique n'est jamais abordée. Alors soit c'est parce qu'ils sont idiots, ils n'ont pas vu que c'était la question centrale, soit ils ne l'ont pas vu parce que ça n'était pas la question que les systèmes de parenté permettaient d'organiser. C'était des systèmes d'alliance, selon Lévi-Strauss. Je pense que c'est une intuition évidemment très profonde. On marie ses enfants à des alliés potentiels. Marry or kill, c'était la formule des anthropologues anglais à l'époque. Vous mariez ma fille ou on fait la guerre. Et la question de la démographie n'est absolument pas centrale par rapport à ça. Il y a quelques sociétés qui s'en sont bien sorties. À Tahiti, par exemple, on étouffe 3 bébés sur 4 ou on leur tord le cou et ça a permis d'avoir une sexualité généreuse sans avoir les problèmes démographiques qui vont avec. Mais c'est rare et n'est pas sûr d'ailleurs que ça a été parfaitement compris en tant que résolution du problème démographique. Donc là, pour les économistes, et d'ailleurs Marx sera très inspiré par ce raisonnement, on a une loi qui s'impose sans qu'on la comprenne, qui produit ses effets et change d'une certaine manière la face du monde. Et pourtant, il faut attendre qu'elle soit énoncée pour qu'on la comprenne vraiment. Et j'ajoute tout de suite et par anticipation que un des problèmes des économistes est qu'à chaque fois qu'ils énoncent une loi, c'est à peu près au moment où elle devient fausse. Donc au moment où Malthus énonce sa loi, c'est sans doute le moment où cette loi cesse d'être vraie. Mais cette loi, elle a été concomitante d'une contre-loi. Une tendance appelle toujours des contre-tendances, disait Marx. Et en l'occurrence, un autre économiste, beaucoup plus tard, une économiste, Esther Boserup, a publié un livre très intéressant dans les années 60 dans lequel, croyant prendre le contrepoint de Malthus, et le prenant d'ailleurs d'une certaine manière, elle fait l'observation que partout où la pression démographique s'intensifie, on voit très souvent que des solutions sont apportées au goulet d'étranglement que pouvait représenter l'étranglement démographique en question, que la pression démographique génère sa contre-tendance et que l'inventivité des humains pour trouver des solutions à cette famine et à cette explosion locale, eh bien, que l'inventivité des humains progressait à proportion précisément de cette pression démographique. Et donc, on voyait bien que l'histoire humaine n'était pas inscrite dans ce schéma malthusien tout court, mais que des contre-tendances laissaient espérer de l'espoir que les humains, dans leur grand nombre, finissent toujours par trouver des solutions aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Alors ces deux théories ont longtemps été pensées comme contradictoires. Suis-je du côté de Malthus? Ça va pas bien. Suis-je du côté de Boserup? Ah oui, mais on va trouver des solutions. En fait, les économistes les plus récents, je pense à Michael Kremer, professeur à Harvard, et beaucoup d'autres aussi, en fait, que Kremer lui-même ou que les économistes ne connaissaient pas, qui sont plutôt des démographes, ont montré que ces deux lois se conjuguaient dans l'histoire. C'est-à-dire que oui, Malthus a raison, chaque fois qu'il y a des améliorations, on va au bout des limites que ces améliorations permettent de réaliser, et en même temps, Boserup a raison, à proportion du nombre d'humains, on trouve des solutions nouvelles qui permettent d'aller encore plus loin. Il y a quelque chose chez Boserup qui ressemble à un principe de Mozart. Si nous sommes ici tous à la recherche d'une idée, le fait, par notre nombre même, que nous trouvions une idée est évidemment beaucoup plus importante que si nous n'étions que tous les 5 à chercher l'idée qui résoudrait notre même propre problème. Le nombre d'humains augmente la faculté de l'espèce humaine à trouver des idées.
quand on compare le code génétique d'un humain et d'un singe, chacun le sait, il n'y a pas de grosse différence, et sans doute en face à face l'un avec l'autre d'un singe et d'un humain, l'humain n'aurait pas forcément l'avantage sur le singe. On ne peut pas dire que son intelligence unique et exclusive et singulière le rendrait supérieur au singe, mais les humains, avec la parole, avec la capacité d'accumuler du savoir, font beaucoup mieux comme espèce que les singes dans son ensemble, et c'est ça qui fait que face à un humain, nous disposons d'un réservoir d'intelligence qui n'est pas le nôtre propre, mais qui est celui que l'humanité dans son ensemble a produit. Donc, faut-il choisir entre les deux? Non. Non, on peut les combiner tous les deux, mais c'est cette combinaison qui est très inquiétante, en réalité, beaucoup plus inquiétante que le schéma de Malthus lui-même. Parce que si on combine ces deux théories, qu'est-ce que ça dit? Le nombre d'humains augmente et bloque sur le point de la famine, et à partir de ce moment-là, des idées nouvelles surgissent qui permettent d'aller encore plus loin. Ça veut dire quoi? Il y a des ingénieurs, donc je m'adresse à eux. Ça veut dire que le taux de croissance d'une variable est proportionné à la variable elle-même. Plus il y a de gens, plus on peut trouver des idées qui permettent d'aller plus loin. Mais ça, c'est la recette d'une explosion nucléaire. Si le taux de croissance d'une variable, augmente avec cette variable, alors ça veut dire qu'en temps fini, ça explose. Eh bien, quand on regarde l'histoire humaine telle qu'elle se dessine sur 10 000 ans, et qu'on l'extrapole à partir de cette loi, alors des démographes ont montré qu'elle était destinée en effet à exploser au milieu du XXIe siècle. En fait, il y a même une date qui a été proposée, que je reprends dans mon livre, bien sûr c'est une plaisanterie, mais c'est celle qui a été chiffrée par cette extrapolation. Le 13 novembre 2026, l'humanité aurait dû exploser la planète avec, fort de cette loi, inconsciente à chacun, cette loi mélange de Boserup et de Malthus. Pourquoi y a-t-on échappé? Pourquoi y échappera-t-on sans doute? Parce qu'un événement totalement imprévu de Malthus et des autres s'est produit au cours du XIXe siècle, ce qu'on appelle la transition démographique. Tout d'un coup, les humains, les femmes, ont cessé d'avoir des enfants à la limite ultime de leurs possibilités, comme c'était le cas dans les sociétés agraires du passé. Et on a assisté, en France d'abord, puis dans le reste de l'Europe, à une chute spectaculaire du nombre d'enfants par femme. Et aujourd'hui, à l'échelle de la planète dans son ensemble, cette même transition démographique s'est produite. Selon les Nations Unies, en 2050, l'humanité dans son ensemble sera passée en deçà du seuil de 2,1 enfants par femme, qui est le seuil de reproduction à l'identique, et aurait convergé normalement à un niveau qui est celui de 1,85 enfants par femme. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette transition s'est produite sans qu'on la comprenne vraiment dans ses enjeux, puisqu'on ne comprenait pas vraiment la loi de Malthus, sans qu'on puisse la prévoir. Et si on suit le langage d'un économiste comme Gary Becker, nous sommes brutalement passés de l'âge de la quantité à l'âge de la qualité d'enfants. Becker lui-même ajoute un modèle économique qui permet de comprendre cette transition. Il explique c'est parce que les femmes ayant des opportunités de gagner de l'argent sur le marché du travail qu'elles se sont résolues à faire moins d'enfants. Ce raisonnement est évidemment faux. On le voit partout, que les femmes travaillent ou pas, dans les villes comme dans les campagnes. C'est quelque chose de beaucoup plus culturel, de beaucoup plus politique aussi, qui est derrière cette émancipation des femmes du schéma de reproduction démographique dans lequel elles étaient enfermées. Nous passons maintenant à ce deuxième moment, celui qui marque le passage de la société agraire à la société industrielle, et on peut dire que la loi de Malthus est vaincue, puisque, à la faveur de cette transition démographique d'une part, et à la faveur d'un progrès technologique sans précédent, et qui doit beaucoup à la révolution scientifique du XVIIe siècle, l'humanité s'engage pour la première fois de son histoire dans un mécanisme de croissance en apparence perpétuelle du revenu par habitant. Ça n'est plus le nombre d'habitants, c'est bien le revenu par habitant, même si la population continue de croître à un rythme très rapide, bien sûr. Elle devrait se stabiliser, je l'ai dit, environ en 2050. Nous passons dans un deuxième monde, le monde béni des économistes, celui où le revenu par habitant augmente, celui où le bien-être matériel augmente aussi. Problème, c'est que pas davantage que nous ne comprenions ou que les sociétés agraires ou pré-agraires ne comprenaient la loi de Malthus, il semble peut-être, il faut être évidemment très prudent, que nous soyons nous aussi habités par une loi
que nous subissons sans la comprendre. Alors c'est évidemment plus difficile à dire, puisque le dire, c'est permettre de la comprendre, et en même temps, cette loi, quand elle a été énoncée il y a une trentaine d'années, en fait, au milieu des années 70, presque 40 ans maintenant, elle a été accueillie avec scepticisme, et aujourd'hui, les controverses font rage sur sa validité. Cette loi nouvelle, qui, je crois, est notre loi de Malthus, celle qui se substitue dans le fonctionnement de nos sociétés à ce que la loi de Malthus avait pu signifier, mélangée de Boserup évidemment, avait pu signifier pour les sociétés agraires, c'est ce que j'appelle, c'est ce que les économistes appellent le paradoxe d'Easterlin. Que dit le paradoxe d'Easterlin? Et d'ailleurs, ce n'est pas la loi d'Easterlin, c'est le paradoxe, parce qu'on ne veut pas admettre que ce soit une loi au sens, évidemment, avec beaucoup de guillemets. Ce n'est pas une loi de nature, ce n'est pas une loi universelle. C'est la loi que les sociétés subissent jusqu'au moment où elles peuvent la déjouer parce qu'ils la comprennent. Que dit ce paradoxe d'Easterlin? Sur la base de plusieurs enquêtes que Easterlin a mis bout à bout et qui a fait l'objet de cette publication, c'était en 1974, il dit... Le revenu par habitant ne cesse de progresser, mais quand je regarde les indices de satisfaction, de bien-être, de bonheur, alors eux stagnent. Sur 50 ans, 30 ans, les sociétés ne manifestent pas d'augmentation de leur niveau de bien-être. C'était le revenu qui stagnait dans les sociétés agraires, c'est le bien-être qui stagne exactement de la même manière dans les sociétés industrielles. Alors, cette loi est exactement aussi explosive pour le fonctionnement de nos sociétés que pouvait l'être évidemment la loi de Malthus, parce que si c'était le cas, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on continue ce processus de croissance si au bout du compte, ça nous laisse exactement au même point de départ? Alors, quand Easterlin l'énonce, tout le monde crie. Bon, d'abord, on ne sait pas, c'est des enquêtes. Vous demandez aux gens, ça va pas. Ils vont vous dire oui, non. Enfin, c'est quelque chose de très incertain. Ce qui compte, c'est les données brutes, la richesse, le pouvoir d'achat, le progrès matériel. Et justement, dit Easterlin, oui, c'est ça que dont je veux mesurer les effets. Et progressivement, une littérature absolument considérable, mais il a fallu une vingtaine d'années pour que ça décolle vraiment, analyse dans le détail, scientifiquement, la valeur scientifique des enquêtes que Easterlin mobilisait. On a pu observer, par exemple, qu'un couple qui disait qu'il était malheureux, une plus forte probabilité de divorcer que ceux qui disaient qu'ils étaient heureux. Bon, on dirait que c'est pas très original, mais enfin, ça se vérifie quand même. On a vu que ce que Easterlin disait du bien-être n'était pas qu'il était plat tout au long de la vie, il est plat à l'échelle des sociétés, mais au sein de la vie, il a montré qu'il y avait des lois, une courbe en U. On est très heureux quand on a 20 ans, puis à partir de 25-26 ans, le bien-être descend jusqu'à 50, 55 ans, je ne sais pas très bien quel est l'âge moyen dans la salle, et puis ça remonte jusqu'à retrouver à 70, 75 ans à peu près le même niveau de bien-être que celui qu'on avait quand on avait 20 ans, et ça s'observe dans toutes les sociétés, exactement de la même manière, exactement avec le même point de retournement, et ainsi de suite. Les gens qui sont malheureux, une plus forte probabilité de mourir, de se suicider. Et donc, au bout du compte, on s'est dit qu'il y avait de la valeur scientifique derrière ce résultat d'Easterlin. Comment le comprendre? Comment le comprendre et comment le déjouer, le cas échéant? Comment être plus heureux? Alors, il y a évidemment beaucoup d'explications qui ont été proposées, mais pour simplifier, pour pouvoir ensuite avancer dans tout ce que j'ai d'autre à vous dire, disons qu'il y a deux explications très simples qui ont fini par s'imposer. La première, c'est tout simplement l'idée que les humains ont une capacité d'adaptation à leur environnement qui est tout à fait exceptionnelle, sans doute unique parmi les autres espèces animales. Cette capacité, les psychologues l'appellent l'habituation. Quelle que soit la situation où vous êtes, bien ou mal assis, heureux ou malheureux, vous finissez par vous y habituer, quel que soit le niveau de richesse. Ça devient le niveau de référence et c'est seulement en delta, en variation, par rapport à ce niveau de richesse que vous appréciez le bonheur ou le malheur. Freud, d'ailleurs, ne dit pas autre chose. Il dit le bonheur, c'est le plaisir, quand on a chaud, de sortir sa jambe sous la couverture. C'est bon, puis après, il fait froid, il faut la remettre derrière. C'est quelque chose d'instantané. C'est les variations par rapport à une situation de départ qui comptent. Et bon, certains néo-darwiniens disent oui, c'est une qualité qui résulte de l'évolution. L'homme a besoin, pour s'adapter à des environnements très différents, pouvoir aller du Sahel au pôle Nord,
de transformer son environnement en état normal et de n'être en alerte que par rapport aux variations des choses. Donc voilà, le retour à la moyenne est inéluctable et ça, c'est le résultat de la nature humaine, l'habituation. Il y a évidemment une autre cause, et sans doute plus profonde, c'est tout simplement le fait que, passé un certain niveau de revenus, tous nos besoins sont relatifs. Tous nos besoins se mesurent relativement à la société dans laquelle on vit. La question d'être heureux n'est pas de gagner 1 000 ou 10 000 euros, c'est de savoir combien je gagne relativement à ceux avec lesquels je vis. Et ça, toutes les enquêtes de psychologie le montrent, toutes les études économétriques tentent à le confirmer. Vivre, être pauvre dans une ville riche ou dans un environnement riche, c'est beaucoup plus pénalisant, ça fait beaucoup plus mal au bien-être que d'être riche dans un village pauvre. C'est la comparaison aux autres qui fait le plaisir de la richesse matérielle, le statut que ça vous donne. Si vous êtes dans une société pauvre et en forte croissance, ce n'est pas du tout la même chose que d'être dans une société riche et qui stagne. Dans un cas, vous avez un espoir toujours entretenu de vous élever au-dessus de votre condition, et dans l'autre, vous voyez bien que la société tente à devenir un jeu à somme nulle. Easterlin a regardé très en détail, il a été accusé, les gens n'ont pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Easterlin ne disait pas que les riches sont aussi peu heureux que les pauvres, ou les pauvres aussi heureux que les riches. Il sait très bien que dans une société donnée, être plus riche que la moyenne, c'est une source de satisfaction. Mais ce qu'il dit, c'est que si toute la société s'enrichit, alors le bénéfice de s'enrichir relativement aux voisins est perdu. Et c'est ça qui fait que la société, dans son ensemble, reste à l'immobile. Marx lui-même a une phrase comme celle-là: vous pouvez avoir une belle maison, mais si votre voisin en face construit un château, vous vous sentirez tout d'un coup à l'étroit dans une maison dont vous étiez pourtant très satisfait auparavant. Les spécialistes de la théorie de la consommation, notamment le célèbre James Dusenbury, a écrit dès les années 50 une théorie de la consommation dans laquelle il disait, au fond, la recherche du consommateur américain, c'est une formule très célèbre, de keep up with the Jones, de rester au niveau de ses voisins, les Jones. Ils ont une voiture, j'en veux une, ils ont la télévision, j'en veux une, et c'est ces satanés voisins qui sans cesse nous obligent à courir derrière un but impossible, puisque eux-mêmes ayant le même but, se mettent dans une situation de rivalité où quelqu'un peut l'emporter sur l'autre, mais certainement pas la société dans son ensemble. On a beaucoup de faits empiriques qui confirment ça. Par exemple, on a regardé les femmes américaines, et lorsque une femme est mariée à quelqu'un qui est plus pauvre que le mari de sa propre sœur, on voit que la probabilité que cette femme travaille est beaucoup plus forte que la probabilité que la sœur travaille, parce qu'il faut compenser pour le revenu que je n'ai pas et que cet imbécile de mari n'est pas capable de me procurer relativement à celui que ma femme a épousé. Et une vieille plaisanterie d'un humoriste anglais du 19e siècle disait « Être riche, c'est gagner 1 livre sterling de plus que son beau-frère », et c'est bien exactement ce que résume cette théorie. C'est drôle, c'est plaisant, mais si c'est notre loi de Malthus, et si au bout du compte, tout cet effort, tout ce tracas à gagner plus d'argent se ramène à une seule chose, faire mieux que son beau-frère, franchement, ça mérite qu'on y réfléchisse un peu et qu'on comprenne que la destination de l'humanité gouvernée par cette loi n'est peut-être pas celle qui est globalement souhaitable. Alors tout ça nous fait rire, bien sûr, c'est drôle, mais le problème, c'est que cette plaisanterie qui a fonctionné tout au long du XXe siècle ne fonctionne plus aujourd'hui. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle où ce jeu amusant, cette quête perpétuelle de s'enrichir vis-à-vis de son beau-frère est peut-être en passe de se transformer en une tragédie. La première, c'est la plus simple à décrire, c'est qu'à l'heure où l'ensemble des pays de la planète entrent dans le processus d'industrialisation que nous avons connu nous-mêmes, eh bien, on a, vous le disiez dans votre présentation, on a un risque sévère que ce 13 novembre 2026, auquel nous avions échappé grâce à l'effondrement de la fécondité féminine, eh bien, redevienne notre avenir, que nous entrions dans une période de très très forte turbulence où l'industrialisation du monde vienne buter sur la capacité simple de l'humanité à survivre, en tout cas dans les conditions qu'elle a connues jusqu'à présent. Pas besoin de faire de très longues démonstrations, chacun le sait, vous l'aviez signalé aussi, monsieur le recteur, si les Chinois se calaient sur les habitudes de consommation des Américains, alors il faudrait, ne serait-ce que par exemple pour la consommation de papier, il faudrait couper à peu près tous les arbres de la planète pour atteindre ce niveau de consommation de papier par habitant.
parlons pas du pétrole où la production pétrolière n'y suffirait pas. Et si on regarde tout simplement l'indicateur le plus fréquemment utilisé, les émissions de CO2, alors l'instrument, l'unité de mesure, c'est ce qu'on appelle la ppm, les parties par million, le nombre de molécules de CO2 par million de molécules totales dans l'air. Elle est passée de 285 en 1800 à 435 aujourd'hui. Il faut savoir qu'au cours des 800 derniers millions d'années de l'existence humaine, c'est toujours resté entre 200 et 300. Donc on a déjà dépassé cette moyenne du dernier milliard d'existence planétaire, et que si on devait continuer dans cette voie, on pourrait multiplier par 2 les émissions avant la fin du XXe siècle, ce qui veut dire que la température s'élèverait de plus de 5 degrés en moyenne, et dans certaines régions du monde, le sud de l'Europe, l'Afrique, ça pourrait être une augmentation de plus de 10 degrés avec toutes sortes de risques qui viendraient amplifier cette augmentation elle-même, le fait que le Gulf Stream pourrait être détourné et qui transformerait l'Europe en une nouvelle période d'ère glaciaire. Bon, toutes ces choses absolument considérables, penser qu'elles sont suspendues à ce paradoxe d'Easterlin fait frissonner. On se dit qu'il y a vraiment besoin ici de s'entendre, avant de vouloir les changer, de s'entendre sur les mécanismes profonds qui font de l'enrichissement dans notre société le but ultime. Je reprends ce que je disais en introduction du directeur de ce centre de transfusion sanguine qui se trompe, et peut-être que collectivement, c'est notre tour de nous tromper sur la destination finale de notre vie terrestre. Alors, je laisse cette question écologique, mais on pourrait évidemment en parler des heures, et c'est encore une fois la question centrale. Il n'y en a aucune autre, ne se compare en importance à celle-là, mais je continue plutôt la démonstration sur ce qui change aujourd'hui pour nous, les sociétés avancées. Qu'est-ce qui fait que ce remède magique d'une croissance qui fait rêver et qui toujours doit se renouveler pour continuer de faire vivre l'espoir que chacun s'enrichisse, même si cet espoir est toujours vain, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce paradoxe d'Easterlin, drôle et amusant, est en train de se transformer en une tragédie? Alors, je voudrais ici, maintenant, ouvrir un peu une parenthèse philosophique, revenir en arrière sur le monde que la société industrielle a fait advenir et pourquoi, aujourd'hui, ce monde, silencieusement, est en train de devenir très différent de celui qu'a pu incarner la société industrielle. Le monde de la société industrielle, celui de la révolution du XVIIIe siècle, je le disais tout à l'heure, doit beaucoup à la révolution scientifique du XVIIe siècle. La révolution scientifique du XVIIe siècle, c'est ce moment où on met en équation le mouvement du monde. C'est la révolution galiléenne, la révolution newtonienne, c'est la révolution sur laquelle les progrès de la science, au sens où on l'entend aujourd'hui, se sont ensuite développés. D'un point de vue philosophique, quand Galilée et Newton énoncent les lois de la gravitation universelle, enfin pour les premiers, pour le deuxième en tout cas, et pour le premier, la compréhension des lois fondamentales qui vont régir les mouvements de la matière dans l'espace, on comprend, et je reprends ici le titre d'un livre de philosophie des sciences qui s'appelle « Du monde clos à l'univers infini », qui est un titre que j'ai repris et emprunté pour mon propre livre aujourd'hui, on comprend que l'univers est infini, alors que les anciens, Aristote, pensaient qu'il était clos, qu'il y avait la Terre autour, il y a un certain nombre de cercles, et puis qu'il y avait un moment où ça s'arrêtait parce que c'était le royaume des dieux. Et puis 2, on comprend qu'il est non seulement infini, mais qu'il est vide de la présence divine. Et dans le débat célèbre entre Pascal et Descartes, il y a cette interrogation en réalité sur le monde que la révolution scientifique est en train de faire advenir. Pascal dira à Descartes, au fond, le monde, la présence de Dieu dans le monde, elle se résume à une chic note pour mettre le monde en mouvement, et ensuite Dieu disparaît. N'est plus nécessaire au fonctionnement d'un monde régi par la conservation de la quantité de mouvement, qui est la grande loi découverte par Descartes. Et cette période, philosophiquement, ouvre un trouble existentiel, une crise de la conscience occidentale. C'est une crise à partir de laquelle, silencieusement, sans l'avouer, l'Europe fait le deuil de la présence divine, la présence continuée, comme Descartes essaiera de dire, de la divinité dans la vie ordinaire. Et cette période de trouble, elle débouchera au XVIIIe siècle par la philosophie des Lumières, par une réaction qui va découvrir, en tout cas remettre sur pied une idée qui n'a jamais eu vraiment cours dans la philosophie de l'Antiquité, c'est l'idée de progrès. L'idée de progrès de l'espèce humaine dans son destin terrestre et sans attendre l'espérance divine. C'est cette idée qui est celle
que les Diderot, que Rousseau traduira dans cette notion de perfectibilité. L'être humain peut s'améliorer. Il dit que ça n'est pas nécessaire, le bien et le mal coulent de la même source, mais l'humanité peut s'améliorer. Et en réponse à Descartes qui disait « l'homme peut être comme maître et possesseur de la nature », phrase célébrissime que tous les bacheliers doivent utiliser une fois à l'autre, en silence, les philosophes des Lumières répondent « il suffirait sans doute qu'il soit comme maître et possesseur de la société où il vit ». Et c'est ça l'enjeu du contrat social, c'est ça l'enjeu des réflexions de Montesquieu aussi sur le bon régime politique. Le problème, c'est que cette idée de progrès, qui est une idée morale, qui est une idée politique, elle va se traduire par le progrès matériel. La forme dans laquelle cette idée de progrès va finalement s'incarner au cours des 2 siècles qui vont suivre, c'est cette idée de progrès matériel, celle que Easterlin nous permet de relativiser aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut être subtil, il faut marquer une bifurcation. Cette idée de progrès, dans les premières heures de la société industrielle, elle s'organise au sein d'une société qui, elle, la société industrielle, qui allait culminer avec le Fordisme, avec le Taylorisme, qui, elle, tourne radicalement le dos aux idées des Lumières. Les idées des Lumières, c'est l'idée de liberté, c'est l'idée d'autonomie, c'est l'idée de l'entendement. Chacun doit comprendre la vie bonne pour lui-même. C'est une idée d'émancipation. Et la société industrielle donne à cette idée de progrès une traduction, le progrès matériel, mais sociologiquement, dans l'organisation de la société industrielle reste totalement obéissante, hiérarchique, verticale. Si on prend le monde inventé par Ford, c'est un monde dans lequel tous les étages de la société sont dans une structure d'obéissance par rapport à l'étage supérieur. C'est donc une société qui tourne le dos à l'idéal d'émancipation qui a été forgé, pensé par les Lumières. Et le miracle improbable de la société industrielle, c'est de reprendre en réalité la société d'obéissance qui était celle de la société féodale. Vous citiez cette phrase que je proposais dans mes leçons sur la société post-industrielle. La société industrielle était un monde de production et de protection à la manière des sociétés féodales et à l'intérieur desquelles le principe d'obéissance était total. L'ouvrier obéit au contremaître, qui obéit à l'ingénieur, qui obéit au cadre, qui obéit au patron. Et cette société d'obéissance, elle a réussi, grâce à la croissance industrielle et grâce, on va dire au passage, au paradoxe d'Easterlin, à faire cohabiter une société totalement prémoderne et une société moderne en donnant à chacun le rêve de pouvoir s'élever au-dessus de sa condition. Je suis ouvrier, mon patron a une voiture, j'en aurai une aussi, et en même temps, en conservant le trait sociologique des sociétés féodales, une société d'obéissance. C'est ça qui a été brisé depuis une trentaine, une quarantaine d'années, avec le passage d'une société industrielle à une société post-industrielle. La société post-industrielle, elle s'annonce comme une société qui critique la société industrielle, qui critique le modèle d'obéissance de la société industrielle. C'est une société dans laquelle la verticalité des relations sociales laisse place à une horizontalité nouvelle. C'est une société d'interaction, c'est une société de mise en commun, c'est une société, pour reprendre ce que dit le sociologue Ronald Ingelhard, c'est une société où au lieu de produire de la matière, on produit de l'information et le type d'organisation est totalement différent. Bref, c'est une société qui annonce en quelque sorte une revanche de l'esprit des Lumières sur celui de la société industrielle. Nous allons pouvoir gagner de l'autonomie relativement aux organisations verticales grâce à la société de l'information. Nous allons trouver de l'horizontalité là où il n'y avait que de l'obéissance. Pour Ingelhard d'ailleurs lui-même, la société post-industrielle, c'est la revanche des Lumières. Nous allons sortir enfin du cadre obéissant des sociétés agraires, des sociétés féodales, pour rentrer dans une société d'égaux. Alors, quand Ingelhard fait des enquêtes, il montre que l'aspiration à une société post-matérialiste est d'autant plus forte que les sociétés avancées sortent du modèle industriel. Il montre qu'il y a une corrélation positive entre services et aspiration à l'autonomie et aux valeurs post-matérialistes, et négatives avec la société industrielle qui reste enfermée dans cette recherche de biens matériels
au sein de ce cadre d'obéissance. Donc la question centrale, c'est pourquoi cette promesse d'un monde en devenir, celui de la société post-industrielle, n'advient pas? Pourquoi sommes-nous, sans doute, pour la deuxième fois, dans une situation où l'idéal des Lumières est trahi? Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, Engelhardt pense que nous sommes suffisamment riches pour pouvoir passer à autre chose, que la société de l'État-providence, de la prospérité partagée, permet, au fond, de s'intéresser à autre chose qu'à la richesse, et il se trompe parce qu'il ne voit pas le paradoxe d'Easterlin. Mais je crois qu'en profondeur, il y a quelque chose de plus important que ce paradoxe d'Easterlin, continué, même s'il est très, très important pour comprendre cet appétit toujours identique à s'enrichir, qui est le propre de nos sociétés pourtant prospères. C'est que la société de l'information telle qu'on la connaît a brisé le cadre de la société industrielle, mais pour lui substituer quelque chose de profondément insécurisant. La société industrielle, c'est une société d'ordre, c'est une société de répétition. Le tout électrique qui s'invente au XXe siècle permet l'organisation scientifique du travail au sens de Taylor, permet le travail à la chaîne de montage, de passer, et crée ce que les économistes appelleraient une relation de complémentarité entre la technologie et le travail. Le travail à la chaîne, celui de Charlie Chaplin, c'est un travail qui s'abaisse en quelque sorte pour se mettre au niveau de la machine. Le travail humain devient l'appendice de la machine, mais c'est ce qui lui permet de devenir productif à proportion de ce que la machine permet de faire. C'est un travail d'obéissance, de répétition. Répète plusieurs fois la même chose et tu pourras bénéficier des fruits de la croissance. C'est le Fordisme. Je vais pouvoir payer les ouvriers pour qu'ils s'achètent des voitures et d'autant plus qu'ils seront efficaces pour autant qu'ils accepteront ce travail, c'est vrai, abétissant. La société post-industrielle, avec le tout numérique, propose une mode d'organisation tout à fait différent, opposé. Dans le monde numérique, si vous répétez 2 fois de suite le même emploi, alors un logiciel le fera à votre place la 3e fois. C'est le mantra des informaticiens. Un de mes élèves, que j'ai cité déjà beaucoup de fois au risque de me répéter moi-même et d'être sans doute bientôt numérisé, un de mes élèves disait ça. Nous, les informaticiens, on se dit, si tu fais 2 fois la même chose, réfléchis au logiciel qui t'évitera de le faire la 3e fois. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est la menace d'une numérisation de tous les emplois qui se répètent. Ce qui veut dire que pour survivre dans le monde numérique, il faut être créatif. C'est ce que dit Engelhardt. Il dit c'est formidable, on n'est plus dans un monde d'autorité, on est dans un monde de créativité. Sauf que ce monde où la créativité devient un impératif absolu pour survivre est invivable. On ne peut pas être sommé d'être constamment créatif sous peine d'être détruit par la société. C'est un monde de stress. C'est un monde où la tension psychique qui aujourd'hui habite notre société finit par la détruire. Freud encore savait bien que les névroses obsessionnelles sont les moyens par lesquels les individus, en répétant les mêmes gestes, se protègent des agressions du monde extérieur. Répéter les mêmes choses, ça nous rassure. Faire les mêmes gestes, c'est une protection. Eh bien, cette protection qu'à l'extrême, la société industrielle nous offrait, la société post-industrielle nous la refuse. Et c'est la raison pour laquelle, je vois que j'ai trop parlé, donc je vais accélérer, c'est la raison pour laquelle cet idéal que Engelhardt croit déceler dans ses enquêtes ne se réalise pas. Le monde de la société post-industrielle est un monde qui fonctionne à l'insécurité économique. Et quand l'insécurité économique s'impose partout, on ne peut pas être tolérant, on ne peut pas se payer le luxe de passer à autre chose et de se dispenser les richesses du monde contemporain. Et au moment où, en effet, la société post-industrielle nous ouvre la promesse, nous fait miroiter la promesse d'un monde débarrassé de la consommation de biens matériels, d'un monde apaisé, d'un monde, au fond, en conformité avec l'esprit des Lumières, brutalement, ce monde s'effondre sous nos pas. Et je crois que cette chose simple, l'insécurité économique,
gangrène notre société. Une fois qu'on l'a dit, c'est évident, tous les hommes politiques, Monsieur le Premier ministre, en ont parfaitement conscience, nous ouvre à un dilemme. Comment faire pour en sortir? Il y a deux écoles. La première école, c'est on va s'en sortir en retrouvant de la croissance. Et comme ça, on va tirer, on va créer des emplois, on va retrouver l'ivresse du monde industriel d'hier. Sauf que, et ce serait très long à démontrer, j'aurai une deuxième conférence ce soir, c'est pas sûr que la croissance soit au rendez-vous, c'est pas sûr que quand le moteur de la croissance soit le stress psychique, elle ne fasse pas partie autant du mal que de la solution au mal. L'autre option, c'est naturellement de ne pas renoncer à la croissance, de fixer des critères éthiques, psychiques, écologiques, avec lesquels on ne transige pas, et à charge pour la croissance et l'inventivité des humains de nous élever au-delà, au-dessus. Il ne s'agit pas de nier la possibilité pour les humains de résoudre des problèmes qui se posent à eux, à condition que ces problèmes soient bien posés. Mais l'autre voie, c'est évidemment celle pour laquelle je plaide, c'est celle qui consiste à comprendre que l'insécurité économique ne se règle pas par un supplément d'insécurité économique qui serait nécessaire pour augmenter la croissance économique moyenne, mais tout simplement à la base en essayant de réfléchir à un nouveau contrat social, une nouvelle sécurité sociale professionnelle qui protège les individus vraiment des aléas de l'existence, qui protège en leur donnant les ressources qui leur permettent, lorsque leurs emplois sont détruits ou numérisés, de reprendre confiance en eux, de retourner dans la communauté des humains par leur travail et de consacrer des ressources aussi importantes qu'elles soient pour éradiquer ce mal qu'est la perte de confiance en soi qui résulte de la destruction d'un emploi. Un des enjeux essentiels, c'est Amartya Sen qui parle, c'est en réalité de convaincre les gens qui ne sont pas responsables de la situation objective dans laquelle ils se trouvent, que c'est la société qui en est responsable. Si les emplois sont détruits, ça n'est pas parce que vous avez failli, et donc donner tous les moyens possibles pour que cette confiance en soi ne s'érode pas et que la société puisse enfin faire droit à cette idée d'autonomie, de réciprocité, qui était l'idéal des Lumières, dévoyé deux fois, une première fois avec la société industrielle et une deuxième fois sous nos yeux, sans qu'on en comprenne nécessairement toutes les causes, avec l'avènement d'une société post-industrielle qui ne tient tout simplement pas ses promesses. Voilà, je vous remercie.